Bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On attend encore une petite minute que tout le monde débarque et on va pouvoir commencer ce petit webinaire. Un mot que plus personne n'utilise et que nous avons fait le choix d'utiliser, webinaire. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Il y a moins de gens qui débarquent en salle d'attente. On est déjà 37 et on va... 1h30 top chrono, donc voilà. Super, eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis Ninon de Parlons Climat et je suis aujourd'hui avec Lucas et Amélie de Parlons Climat. On est ravis de vous accueillir. Si vous êtes là, c'est que vous êtes inscrits pour participer à ce webinaire, mais aussi pour recevoir un kit média composé de fiches qui sont peut-être arrivées dans votre boîte aux lettres. Si ce n'est pas le cas pour ce webinaire, nous avons une solution pour vous. On est ensemble jusqu'à 15h30 et si vous avez des questions au fil de l'eau sur les petites présentations, n'hésitez pas à les écrire, mais sinon on a prévu des sessions de questions-réponses et on vous laissera mettre une étoile comme ceci dans le chat et on prendra les prises de parole au fur et à mesure. Si vous n'avez pas les fiches sous les yeux, je vous mets tout de suite dans le chat un lien d'un extrait du kit. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemblent ces fiches dont nous allons parler, ce petit kit média. Et pour les deux dernières infos qui vont vous intéresser, la première, c'est que ce webinaire est enregistré. Donc, il y aura un enregistrement qu'on vous enverra à la suite si vous voulez le réécouter lors de vos randonnées, chacun son truc. Et le deuxième, c'est qu'on vous enverra les slides aussi. Donc, ne prenez pas frénétiquement des notes, on vous enverra tout ça. Et on restera aussi à dispo si vous avez des questions sur le contenu de ce projet de kit média climat sur lequel on travaille depuis plusieurs mois déjà. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 15h30. On va commencer par un petit topo opinion publique, quel regard sur les médias, confiance dans les médias, rapport à l'actualité des Français. Puis, on descendra sur un topo média global, c'est-à-dire... pardon, vas-y, merci Lucas, c'est gentil. Puis sur un topo média, on fera un focus sur la télé et la radio. C'est les deux médias sur lesquels on a travaillé. Et donc, on essaiera d'avoir des grands chiffres un peu globaux à vous présenter pour avoir une vision. Puis, on a pour vous un petit quiz surprise avant de passer à la présentation du kit média en détail, où on prendra le temps de répondre à vos questions et réponses. Et pour finir ce petit webinaire, on a Nabil Wakim avec nous du Monde qui viendra répondre à nos questions sur le rapport au climat dans les médias, qui sera interviewé par Amélie. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous remets mon petit message d'intro dans le chat, comme vous avez toutes les infos. Et je passe la main à Lucas, si c'est bon pour vous. Yes. Ninon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste transférer l'animation de la réunion pour que si jamais il y a des retardataires qui arrivent pendant ma presse, tu puisses les laisser rentrer. Très bien. Hop, ça devrait marcher. Est-ce qu'on voit toujours mon écran du coup? Tout à fait. Excellent. Alors, hop. Si ça marche, j'admets des gens dans la réunion. Ok, je vais avoir besoin d'un quart de seconde pour reprendre la main. Et voilà. Et du coup, en intro, bonjour tout le monde d'abord. Moi, c'est Lucas, du coup, je travaille chez Parlons Climat. Et en intro, aujourd'hui, on voulait un peu en termes de cadrage, en fait, vous parler du rapport général des Français à l'actualité aux médias, avec un petit focus sur les attentes par rapport à la couverture médiatique du sujet changement climatique et environnement au sens large du terme. Et donc, pour ce faire, on est allé chercher des chiffres à la fois dans des enquêtes à nous, mais aussi 3 études assez importantes sur ce sujet-là qui sont parues sur les 6 derniers mois et dont on vous donnera les références dans la présentation qu'on vous l'enverra. Mais il y en a une de la Fondation Descartes, une de Kantar avec la Croix et une de l'Institut Reuters. Et c'est tous les chiffres là que je vais vous présenter ont moins d'un an.
Et donc voilà, donc quel regard sur l'actualité, les médias, quelles attentes aujourd'hui des Français? Il y a Lucas, on ne voit pas tes slides passer pour info. On est Là, toujours sur la slide d'intro. on n'est pas sur un rapport ambigu à l'actualité? Pas du tout. On est sur un kit média. Ah, nous sommes sur un rapport ambigu à l'actualité, merveilleux. Excellent. Ça vient d'arriver. Et donc, on est effectivement, de manière générale, aujourd'hui, on est dans un moment où à la fois, il y a beaucoup d'intérêt pour l'actu, un intérêt qui est fort, qui est élevé et qui reste dans le temps. Enfin, on voit que c'est des chiffres, enfin, il y a toujours entre 60 et 75% des gens en France qui se disent intéressés par l'actualité de manière un petit peu générale. Mais il y a quand même un sentiment de fatigue qui est assez important. Il y a une vraie lassitude en fait vis-à-vis de l'actualité. Et notamment avec un sentiment d'impuissance face à cette actualité qui va en se renforçant avec le temps. Et on se rend compte que ce sujet de l'impuissance, il n'est pas spécifique au sujet du climat. Il y a un vrai sentiment un peu d'angoisse et d'impuissance face à l'actualité de manière générale. Mais sur nos enjeux climat, c'est aussi un point qui nous semble important à prendre en compte, justement, à la fois ce sentiment de lassitude et ce sentiment d'impuissance face à l'actualité, parce que ça a des implications assez spécifiques sur les sujets climat et avec des questions sur du coup comment on peut varier les angles et les approches et comment on ne rend pas les gens impuissants face à une actualité qui peut être assez dramatique sur nos sujets. Quand on parle d'actualité et d'intérêt pour l'actualité, en fait… On ne voit toujours pas tes slides passer. Je pense qu'il faut que tu les passes plus fort. Je ne sais pas. Mais on est toujours sur un rapport ambigu à l'actualité pour info. Je ne comprends pas comment ça peut se passer. Donnez-moi une seconde, je vais arrêter le partage et le relancer. C'est un effet démo. Hop. C'est bon. Là, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le rythme normal. OK. Alors, si on a retrouvé le rythme normal, peut-être qu'on peut revenir là. Est-ce que là, on voit du coup les différents types d'actualités qui intéressent? Non, malheureusement, nous sommes sur une télévision dominatrice. Très Mais bien. on n'a que le titre. Tant pis. Écoutez, du coup, quel type d'actualité… Ah non, on est totalement déconnecté. Je suis désolé, c'est totalement déphasé cette affaire. Je peux partager mon écran si tu veux. Non, non. Je vais repasser en plein écran le temps que mon Internet charge. Slideshow. Donc, les types d'actualités qui intéressent le plus, en fait, parce que quand on parle de l'actualité, aujourd'hui, on en parle de manière générale, mais en fait, il y a des sous-groupes en fait, qui intéressent plus ou moins dans l'actualité. Et quand on va regarder les types d'actualités justement qui intéressent le plus, on se rend compte qu'il y a les actualités locales qui arrivent en tête, les actualités internationales, puis les actualités politiques. Et on est allé regarder les actualités sur l'environnement et le changement climatique, du coup, arrivent un peu plus bas. Ce n'est pas les plus basses. On a en dessous, par exemple, les actualités économiques ou les actualités financières qui vont arriver encore plus bas. Donc, on n'est pas tout à fait les derniers. Mais ça peut nous poser la question aussi de comment est-ce que nos sujets peuvent s'intégrer à d'autres types d'actualités et par exemple les actualités locales sur, par exemple, je ne sais pas, les impacts du changement climatique au niveau local, par exemple, ça peut permettre de faire des crossovers qui peuvent être assez intéressants. Une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on s'est dit qu'il y avait de l'intérêt pour l'actualité, la question c'est quels sont les canaux favoris aujourd'hui pour s'informer? La réponse, elle est forcément multiple parce qu'il y a aujourd'hui plein de canaux et il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent à la fois la radio, qui vont regarder la télé, qui vont se renseigner un peu sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Cependant, quand on va demander de manière précise, parmi les différents médias, quel est celui que vous privilégiez pour être informé au quotidien, on se rend compte que la télévision reste extrêmement dominatrice quand il s'agit de se renseigner sur les actualités. Donc, on voit là qu'on demande aux gens de choisir un seul canal, un seul type de média par lequel ils ou elles s'informent. Les JT sont de très largement les premiers, suivis par les chaînes d'infos en continu. Et donc là, on voit vraiment une très grande puissance encore de la télé en France
Et un point qui est important, qu'on sous-estime parfois, c'est que les journaux télé d'information, là qu'on voit en premier ici, ils restent premiers pour toutes les catégories d'âge, y compris les 18-34 ans. Donc, c'est pas, les JT, ça reste aujourd'hui en France un canal d'information absolument essentiel. Et la question qu'on s'est posée ensuite, c'est se dire, une fois qu'on sait un peu que les gens sont intéressés à l'actu, qu'ils trouvent qu'ils s'en informent avant tout par la télé, quelles sont les attentes aujourd'hui vis-à-vis des médias et notamment quels sont les sujets que les gens trouvent sont bien couverts ou pas assez couverts. Et peu à peu, on va arriver sur nos sujets du changement climatique, vous l'imaginez bien. Et donc, on a demandé sur 15 événements qui sont passés en 2022, les 3 événements dont les personnes interrogées trouvaient qu'on avait trop parlé. Les 3 événements dont les gens trouvent qu'on a trop parlé en 2022 dans les médias, ils sont là. Et ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des événements dont, il y en a 2 qui sont des événements internationaux et qui sont tous des événements dont globalement on était très spectateurs, voire dans lesquels on n'avait pas du tout d'intervention possible avec une dominante internationale. À l'inverse, quand on va regarder les événements dont les gens trouvent qu'on n'a pas assez parlé, on est sur des événements qui racontent des choses sur l'évolution de la société et qui d'ailleurs, pour 2 d'entre eux, ne sont pas tellement des événements, mais des débats qui sont en cours, des sujets, on va dire, qui traversent la société et qui nous informent justement sur ce qui est en train de se passer dans la société, que ce soit en France ou en l'occurrence à l'international. On l'a dit, il n'y a pas un désintérêt en tant que tel du tout pour les news internationales. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans notre sujet du jour. Il se trouve que dans les 15 sujets qui avaient été proposés comme étant des sujets qui pouvaient être trop, pas assez, bien couverts en 2022, il y en avait 3 qui étaient des sujets sur des actualités écolo-climatiques, comme on pourrait les appeler. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est 3 événements très différents. C'est les actions des militants écologistes sur des œuvres d'art dans les musées, les événements climatiques de l'été et la COP27. Donc, on est sur du militantisme, les conséquences du changement climatique et de la diplomatie internationale climat. Donc, vraiment, c'est 3 champs très différents des sujets climat. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que sur ces 3 événements, on est vraiment sur du milieu de tableau. C'est-à-dire qu'ils sont, par rapport à tous les autres événements, les 15 autres événements qui étaient testés, il n'y a pas de très forte majorité sur le côté ils ont été trop couverts ou pas assez couverts. C'est vraiment, ils sont sur le milieu de tableau et donc il y a un peu une sensation que c'est des événements qui, dans une certaine mesure, ont pu être couverts d'une manière qui est jugée un petit peu plus normale que beaucoup des autres événements que je vous ai cités auparavant, avec peut-être une petite spécificité de la COP27, qui est sur le 3 types d'événements climat que vous avez sous les yeux, qui a été celui sur lequel il y a eu le plus que le fait que les gens n'en ont pas assez parlé. Les médias n'en ont pas assez parlé, pardon, puisque c'est les médias là qui sont interrogés. Et ça retombe sur le fait qu'il y a quand même un appel régulier. On remarque, nous, dans toutes les enquêtes, un besoin d'entendre parler de climat de manière aussi un peu plus internationale et scientifique. Et la COP a aussi parfois et aussi perçu parfois comme ce côté un peu plus technique et international. Sur les informations sur le changement climatique en particulier, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt, puisque quand on regarde, il y a une immense majorité des gens qui se disent qu'ils trouvent ça plutôt intéressant. Et il y a même un cœur qui est très passionné par ces sujets-là, puisque nous ne sommes pas seuls. Il y a à peu près 20% des gens qui aujourd'hui disent rechercher des informations sur le changement climatique tous les jours, ce qui explique d'ailleurs aussi l'émergence au fil des dernières années de pure players plus ou moins sur ces sujets, que ce soit vers le média, reporter dans une certaine mesure et un certain nombre d'autres, puisqu'il y a vraiment un cœur aujourd'hui de gens qui sont passionnés par ces sujets-là et donc qui tous les jours vont aller chercher de l'info. Comment est-ce que ces gens-là vont chercher de l'info sur le sujet climat en particulier, vraiment, sur le sujet du changement climatique? Et on se rend compte qu'il y a 2 canaux qui sont aujourd'hui privilégiés pour aller chercher de l'information sur le changement climatique. Il y a 50% des gens qui nous disent qu'ils utilisent souvent ou très souvent les médias généralistes pour s'informer sur le changement climatique. Donc là, c'est les médias au sens très large et au sens le plus global du terme.
Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les médias pour s'informer sur le changement climatique. On est là aujourd'hui pour parler de médias et de comment est-ce que nous, on peut intervenir dans les médias pour parler de changement climatique. Donc, quelque part, on peut se dire, tant mieux, on est au bon endroit. Il y a un deuxième canal, celui qui arrive en second pour s'informer sur le changement climatique, qui nous a semblé important quand même de mettre en avant ici, c'est les discussions entre amis ou proches. En fait, les gens font quand même pas mal confiance à leurs amis et leurs proches pour se renseigner sur le changement climatique. Ça ne va pas être notre sujet aujourd'hui, mais c'est quand même un point qu'on trouve intéressant et qui est peut-être, enfin, c'est un canal en tout cas d'information dont on pourrait se demander comment on investit aussi de manière un peu plus forte en tant qu'organisation. Un des derniers points que je voulais vous partager là-dessus, c'est à quel point aujourd'hui il y a une attente d'informations qui permettent d'agir. On l'a dit un peu plus haut, de manière générale, il y a des sentiments d'impuissance quand on lit l'actu. Un des trucs qui fait que l'actu est anxiogène aujourd'hui, c'est qu'il y a un sentiment d'impuissance. Et il est notamment fort quand on parle du sujet changement climatique. Et une des manières de le voir, c'est les chiffres là qu'on vous projette sur le fait qu'il y a une majorité de gens qui pensent que les médias n'informent pas suffisamment sur les mesures individuelles et collectives qu'il faudrait prendre pour lutter contre le changement climatique. Et on a pas mal d'autres items qui vont dans cette direction-là, avec des gens qui nous disent qu'ils aimeraient entendre plus parler de solutions, plus de concret, avoir des discours moins politiques sur le sujet. Et donc vraiment avec cet appel d'avoir quelque part des informations qui permettent d'agir, du concret, des exemples et des solutions. Pour finir, qu'est-ce qu'on s'est dit là, pour moi? On s'est dit quand même d'abord, et c'est important en termes de cadrage, parce qu'après, on va descendre vraiment média par média, canal par canal, radio par radio, télé par télé. Mais c'est se dire que d'abord, il y a quand même un vrai intérêt pour l'actualité. Et que cette actualité est suivie d'abord à la télé. Et ça, je trouve, c'est un truc qu'il faut toujours se rappeler. On sous-investit collectivement peut-être un peu la télé. Deuxième point, l'actualité sur le changement climatique, elle est très consommée, mais derrière d'autres types d'actualités qui sont aussi intéressantes, et donc ça pose la question de comment on les croise. Troisième point, nos événements écolo-climatiques, aujourd'hui, ils ne sont pas perçus comme étant ni insuffisamment, ni trop couverts, en fait. Et donc, il y a nous qui avons régulièrement cette impression qu'on n'est pas assez couverts, que nos sujets ne sont pas assez couverts dans les médias. Quand on regarde en tout cas sur certains événements précis, comme les 3 qu'on vous a cités tout à l'heure, il y a quand même une perception que, en fait, ça va, ils sont couverts à peu près comme il faudra. Et ça, c'est des informations auxquelles les médias eux-mêmes font assez attention. Et le dernier point, c'est cette attente d'exemples très concrets sur les problèmes et les solutions. Mais aussi, oui, des discours scientifiques, je n'ai pas pris le temps d'en parler, mais c'est vrai que sur les émetteurs que les gens attendent et dans lesquels ils ont confiance pour entendre parler de changement climatique, il y a vraiment très, très, très haut les scientifiques sur ce sujet-là. Et donc, c'est important qu'on continue à régulièrement les mettre en avant comme des porte-paroles fortes et utiles de notre cause. C'était tout pour moi. Je vais maintenant passer la parole à Ninon pour nous présenter un peu plus certains médias, et en l'occurrence la télé et la radio. Merveilleux. Je pense que vous voyez mon écran. Oui. Et que du coup, hop, je ne vois plus mon affiche. Hop. Top. Avant de rentrer dans le détail de ces fiches médias, on voulait vous donner une vision globale des évolutions et de, en fait, c'est quoi la télé, c'est quoi la radio, donner des grands chiffres, des ordres de grandeur avant qu'on rentre dans le détail de chaque chaîne et de télé et de radio. Parce qu'on a peut-être, ou en tout cas c'était mon cas avant de commencer cette séquence sur les audiences de la télé et de la radio, peut-être qu'on a des comportements plutôt de consommation des réseaux sociaux et qui, en fait, moi j'ai par exemple très peu l'habitude de regarder la télévision et en fait ça m'a permis de revenir et de revoir des ordres de grandeur et de voir qu'en fait c'était des médias extrêmement majoritaires, notamment la télévision qui est vraiment le premier média d'information des Français, avec quand même 3 heures presque et demie quotidiennes de visionnage. On n'a peut-être pas l'impression dans nos quotidiens, mais en fait, c'est quand même un grand volume de temps. Il y a quand même 8 sur 10 qui regardent régulièrement la télévision. Et il faut s'imaginer qu'en France, il y a plus de gens chez qui il y a une télévision que de gens chez qui il y a un ordinateur. Donc vraiment, la télévision, c'est le moyen d'information premier des Français.
Et quand on s'intéresse à la radio et qu'on arrive à passer les slides, c'est bon. Quand on s'intéresse à la radio, c'est vraiment le deuxième. C'est celui qui arrive juste après, avant la presse et avant d'autres moyens de communication. Et on a quand même aussi des temps d'écoute assez élevés, de 2h30 d'écoute en moyenne de radio par jour, ce qui est assez énorme. Si jamais vous avez des questions de mais comment est-ce qu'on mesure ce temps d'écoute, qui regarde, qui écoute quand la radio, c'est des questions sur lesquelles pourra revenir Amélie tout à l'heure, notamment de en fait, comment sont construits ces chiffres, etc. Et sur la radio, c'est aussi grand, un peu moins que les Français, un peu moins que la télé, mais il y a quand même 7 Français sur 10 qui l'écoutent au moins une fois par semaine. Donc, c'est un média assez présent dans la vie des Français. Et il y a en moyenne 10 équipements dans chaque foyer qui permettent d'écouter la radio, du téléphone au transistor, en passant par l'ordinateur et la chaîne IFI. Donc, c'est quand même un média présent, c'est un média de masse présent chez tout le monde. On s'est penché sur les grandes tendances d'évolution de la durée d'écoute des médias. Et quand on regarde la télé, il y a pu avoir ces dernières années un discours de c'est la fin de la télé c'est complètement boomer, c'est has-been, plus personne ne l'écoute. En fait, il y a quand même, ça reste le média majoritaire, mais il y a toujours autant de personnes qui la regardent, mais il y a une baisse de la durée d'écoute, notamment avec l'arrivée des chaînes, des moyens de streaming, etc. Il y a une baisse de la durée d'écoute. Pour autant, les gens continuent à la regarder énormément et en moyenne, la durée d'écoute a augmenté jusqu'en 2012 et depuis 2012, on a perdu une demi-heure de durée d'écoute à peu près dans différentes classes d'âge. Par contre, sur la radio, ce qui est fou, c'est que la durée d'écoute reste stable, notamment parce qu'il y a eu un renouvellement des pratiques de consommation de la radio avec les podcasts, etc., mais aussi la possibilité d'écouter sur d'autres supports, le fait qu'on ait beaucoup plus facilement des écouteurs pour écouter la radio dans la rue, etc. Quand on se penche sur, OK, la télévision, c'est le premier média d'information, mais à quel moment les gens regardent-ils la télévision? La télévision, c'est très regardé en fait en soirée. Vous pouvez voir du coup à gauche en sombre, c'est en semaine, et de l'autre côté, c'est le week-end. Donc on voit que c'est à peu près, voire même de manière assez proche, les mêmes tranches horaires où il y a beaucoup de monde qui regarde la télévision en semaine comme le week-end, et que c'est vraiment sur le 19-23 heures qu'il y a énormément de Français qui regardent la télévision et beaucoup moins en journée. On voit quand même que sur la tranche des JT du midi, il y a un pic que ce soit JT du midi, mais aussi consommation d'émissions pendant la pause midi pour certains Français. Et quand on regarde la radio, à l'inverse, c'est une audience qui est particulièrement forte le matin, avec notamment le 6-9, la grosse tranche horaire. On voit que le week-end, les Français écoutent quand même, et encore la radio, c'est pas un média qu'on écoute que dans le cadre d'aller au travail, dans la voiture, mais que les Français font la grasse mat le week-end et finissent par se rapatrier sur des matinales un peu plus tardives le week-end et quand même écoutent tout autant, quand même pas mal la radio le week-end. Donc, quand on vous propose des interventions à la radio le week-end, n'imaginez pas que tout le monde est en train de faire une randonnée ou de faire du jardinage. Il y a des gens qui les écoutent et on verra ça tout à l'heure. Avant de passer à la suite, on voulait regarder un peu les grands repères de volume de consommation et de volume d'écoute des différentes émissions, notamment à la télé. Se rendre compte que la finale de la Coupe du Monde, c'est 24 millions de personnes qui sont devant leur téléviseur pour regarder ce match-là, et qu'un JT, le plus gros JT, c'est le 20h de TF1, ce n'est que, en comparaison, 5,5 millions de personnes qui le regardent, et que les JT, c'est des gros volumes de personnes. Donc, après le JT de TF1, on a le JT de France 2, puis le JT de M6, donc on a entre 2,5 et 5,5 millions. Et comparé à ça, quand on regarde les talks, les magazines qui sont peut-être plus dans nos environnements respectifs, qu'on voit relayés sur les réseaux sociaux, etc., en fait, c'est des volumes de consommation qui sont bien inférieurs quand on voit qu'en fait, le quotidien, on est sur la période en décembre, on est entre 700 000 audiences, le 7 à vous, on est 300-400 000 audiences, c'est vraiment des volumes beaucoup plus petits. Et je vous ai mis les volumes d'audience du débat Macron-Le Pen, de la nuit des Césars et du premier épisode du Flambeau. C'était un événement télévisuel important. Quand on compare, pour vous donner des idées de chiffres,
Aussi, en termes de volume, quand on compare les matinales entre elles, il faut avoir en tête que France Inter, c'est vraiment la première matinale. Je pense qu'ils le répètent assez souvent à l'antenne pour qu'on le sache si jamais on les écoute. Mais juste après, et c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas tous en tête, on a la matinale de RTL, en fait, qui est la deuxième plus écoutée. Et après, vous pouvez voir qu'on a France Info, RMC, France Bleu, Europe 1 et France Culture, et qui ont en repère comparatif une émission qui, dans le milieu dans le milieu climat est quand même particulièrement écoutée et connue. La Terre au carré, il faut avoir en tête que c'est 780 000 auditeurs contre une matinale de RTL où on est écouté par 3,2 millions d'auditeurs. Et ce ne sont pas les mêmes personnes, par contre, qui écoutent ces émissions-là. Et ça, c'est important. Et on verra par la suite qui écoute donc ces genres de matinales. Pour conclure cette petite séquence, c'est l'heure, avant de rentrer dans le détail et de la finesse de ces différentes chaînes, émissions, qui écoute à quelle heure, avec quel âge et de quelle famille de destin commun. On voulait vous faire un petit quiz. Les règles sont toutes simples. Vous aurez des questions avec des réponses, la réponse A, B ou C. À vous de taper dans le chat la réponse à ce quiz. Julie est chaud patate. C'est parti. C'est parti. On avait fait 2 tours. En première question, si votre but, c'est d'aller toucher les jeunes, les 25-34 ans, le plus important, c'est d'aller chez Cyril Hanouna sur TPMP, chez Yann Barthès sur Quotidien ou chez Caroline Roux dans C'est dans l'air. Il y a beaucoup de A, un peu de B, pas beaucoup de succès chez Caroline. Et la réponse, c'est qu'il vaut mieux aller chez Yann Barthès. C'est là où on retrouve dans l'audience de Quotidien 12% de 25-34 ans. Ce n'est pas non plus monstrueux, mais il faut avoir en tête que la télévision, c'est un média qui est quand même particulièrement écouté par des tranches d'âge plus âgées et que ce n'est pas à la fois au vu de la structure de la population française, mais donc on peut voir que en fait, les moyennes d'âge des émissions, elles sont quand même assez élevées et qu'on a du coup 43 ans de moyenne d'âge chez Quotidien contre 52 ans chez Cyril Hanouna, malgré une image d'émission très regardée par les jeunes. En fait, c'est quand même plus jeune chez Yann Barthès et je crois que ça embête bien Cyril Hanouna de savoir ça. Question numéro 2. Si vous voulez toucher un maximum de monde avec votre message, il vaut mieux que vous fassiez comme Sacha et Alizé de Dernière Innovation en allant sur TPMP, comme Camille Etienne en allant sur Quotidien, ou il vaut mieux que vous alliez comme Zélie Victor dans la chronique de l'environnement de France Inter. La réponse A, B ou C. Wow. On a du A, on a du C, on a du TPMP, du C, B, A. Je vous remercie pour votre forte participation à l'heure du post-pause déj. Et la réponse, c'est la chronique de l'environnement de France Inter. Ça fait partie de la matinale de France Inter et c'est là où on retrouve presque 5 millions de personnes. Je vous ai mis les équivalents en nombre de stades de France. Quand vous allez chez Camille, chez Quotidien, c'est comme si vous parliez à 10 stades de France. Et quand vous allez sur France Inter, c'est comme si vous parliez à 55 stades de France. C'est pas mal de monde quand même, tout ça. Je crois qu'il ne faut pas se le dire comme ça avant de passer, sinon je pense que tu ne parles pas. Mais 10 stades, c'est pas mal non plus, je suis d'accord, et tout va bien. Si les libéraux optimistes, avant-dernière question, sont la cible de votre campagne, les libéraux optimistes, ceux à qui ça peut ne pas parler, on travaille pas mal avec Destin commun et on utilise notamment leur segmentation des Français en familles de valeurs. Il y en a 6. Vous avez peut-être entendu parler des militants désabusés, des stabilisateurs. Les libéraux optimistes, c'est une de ces familles. Et il y a une précision sur ces familles de valeurs dans les médias dont on va parler tout à l'heure. Si l'objectif de votre campagne, c'est d'aller parler aux libéraux optimistes, quelle chaîne de radio devez-vous privilégier? Est-ce que c'est Skyrock, le premier sur le rap? Est-ce que c'est RTL ou est-ce que c'est France Culture? Et la réponse, c'est vous pouvez au choix aller sur Skyrock
ou sur RTL. Sur Skyrock, c'est quand même 26% des auditeurs de Skyrock qui sont considérés comme des libéraux optimistes. Sur RTL, on a 18% des auditeurs qui sont des libéraux optimistes. Et sur France Culture, ils ne sont que 16% à être des libéraux optimistes parmi les auditeurs de France Culture. Dernière question que l'on a pour vous. Laquelle de ces émissions sur le climat, dont vous avez peut-être entendu parler précédemment, s'adresse à un maximum de monde, sachant que beaucoup de ces questions sont sur des volumes, mais la stratégie a le droit de ne pas être de parler à un maximum de monde. Est-ce que c'est d'aller sur le The Event spécial climat? Est-ce que c'est d'intervenir aux arbres citoyens sur France 2? Ou est-ce que c'est d'intervenir sur 2050, ouvrons les yeux, sur BFM Télé, avec ce joli visuel? Il nous manque quand même un jingle pour ce moment, je pense. Il y a un peu de tout. C'est assez disparate dans vos réponses. La réponse, c'est qu'il vaut mieux aller sur France 2, Aux arbres citoyens. Sur le The Event, pour vous donner en termes de volume, le maximum de personnes qui a regardé The Event lors de l'émission, lors de l'année dernière, où il y avait les assos écolos, c'était quand même 500 000 personnes. Et c'était le dimanche soir à minuit. Sur BFM Télé, pour 2050, ouvrons les yeux, c'était 250 000 spectateurs, quand on a quand même 1,6 million de téléspectateurs aux arbres citoyens de France 2. Sachant que les échos que vous avez pu avoir de ceci, ça a marché, ceci, ça n'a pas marché, c'est par rapport aux attentes d'audience estimées. Là, on est vraiment sur des volumes. Comme quoi, ça la met, tiens tout, exactement. C'est la conclusion de ce quiz que vous pourrez retrouver. Et c'est le moment pour moi d'arrêter le partage de mon écran et de passer la main à ma collègue Amélie qui vient vous présenter le kit média en détail. À vous les studios. Pendant ce temps-là et que Amélie, tu reprends Le la main. micro, Amélie. Juste, je me permets une petite réaction parce qu'il y a eu des questions sur les réseaux sociaux et à quel point c'est compté. Sachez que Médiamétrie prend en compte tout passage sur les réseaux sociaux clippé de plus de 10 secondes. Donc, quand vous regardez 10 secondes TPMP sur Twitter dans un truc qui est clippé, en fait, vous augmentez de 1 le nombre de téléspectateurs de TPMP et donc, par ailleurs, la pub qu'ils peuvent toucher. Donc, le point étant juste de dire que si le fait d'être ensuite clippé et rediffusé sur les réseaux sociaux, si jamais ce clip est regardé pendant plus de 10 secondes, il est pris en compte dans les audiences telles qu'on vous les donne dans les différentes fiches qu'on a. Voilà. Merci pour ce complément d'info. On a mené ce travail de fiche média un peu au long cours, parce qu'on est dessus depuis 3 mois, avec Expertise Climat, qui est une asso sœur de la nôtre et sœur jumelle de bureau d'ailleurs. On n'est pas certain que vous les connaissiez. En fait, du coup, je vais donner la parole rapidement à Sonia pour qu'elle nous introduise un peu ce qu'elles font chez Expertise Climat. Elles sont 3 nanas, 3 super nanas, Sonia, Célia et Audrey. Ouais. Es-tu parmi nous, Sonia ? Ouais, j'adore ton introduction. Merci Amélie. Oui, on va juste en 2 minutes vous présenter un peu Expertise Climat pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. C'est une association qui a été créée en juillet dernier. Et donc, l'idée, c'est de contribuer à une information de qualité sur les enjeux climat. Et comment faire ça? Nous, on a pris le pari de mettre en communication le monde de la recherche et les grands médias généralistes qui sont les plus éloignés des enjeux climat. Donc, comment on fait ça? En fait, on travaille avec ces 2 communautés qui ne se parlent quasiment jamais, voire qui se méprisent parfois. Côté chercheurs, on a une association qui anime un réseau, qui va les chercher, qui les forme, qui les met en lien, qui travaille la simplification des messages, etc., et qui leur fait du coaching et de la formation média. Et de l'autre côté, on travaille avec les grandes rédactions généralistes et les journalistes qui sont a priori les moins formés sur ces questions-là. Et notre parti pris à nous, c'est vraiment de prendre le temps d'aller les voir, de discuter avec eux, de comprendre les obstacles et d'avoir une approche qui est non moralisatrice et de construire ensemble
Alors, ça peut être des temps informels avec les chercheurs, ça peut être des formations avec la rédaction, ça peut être aussi leur donner des chercheurs quand ils font un papier sur quelque chose en particulier. Mais voilà, c'est vraiment acquérir progressivement leur confiance et leur montrer qu'il y a un réseau de plus en plus large et de plus en plus grand qui est là et qui a envie de travailler avec eux pour un peu éclairer sur toutes ces questions. Donc évidemment, on travaille avec Parlons Climat, on les adore et on les soutient, notamment dans la création de ces fiches médias. Trop bien. Merci. Du coup, moi, je vais vous donner quelques éléments de contexte, notamment la méthode. On l'a placé juste après le quiz, comme ça fait un peu chaud-froid. On alterne. Des clés de lecture, des infos complémentaires, parce qu'évidemment, quand on passe sa vie à regarder les fiches, après, j'ai plein d'infos en plus à vous communiquer. Et on s'amusait à faire un truc très drôle, c'est qu'on a mappé vos territoires de communication et vos interventions dans les médias, puisque en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez 60 organisations différentes et 85 personnes ont notifié où vous étiez passé dans les médias ces 12 derniers mois. Et du coup, c'est hyper intéressant, une fois qu'on a regardé quels médias touchent qui, de voir, en fait, vous, en tant qu'écosystème climat, où est-ce que vous allez majoritairement. Sur la méthode, je vais essayer de faire simple. Du coup, un schéma. Nous avons acheté, avec Expertise Climat, du coup, des données à Médiamétrie, donc qui est la référence. On leur a demandé les médias donc les plus regardés et écoutés, 16 télé, 11 radios. Pour la méthode, sachez que c'est des méthodes complètement différentes. La télé, c'est un panel qui est équipé de trackers et de boîtiers qui se déclenchent. Donc, on traque, en l'occurrence, ce que vous regardez, que ce soit sur votre téléphone, sur votre télé, votre ordi, peu importe, et même hors du domicile. Et la radio, c'est du déclaratif. On a des enquêteurs qui appellent les Français tous les jours pour savoir ce qu'ils ont écouté à la radio la veille, tous les quarts d'heure. Voilà. Donc, une fois qu'on a eu ce choix de cette sélection de médias, on a eu deux sortes de données. Le volume d'audience, tout simplement. Combien, en fait, il y a de gens derrière ces télés et ces radios par tranche horaire et par jour. Et qui sont ces gens en termes de données sociodémographiques, leur âge, leur sexe, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'ils ont des enfants à charge. Et spécifiquement pour la télé et pas pour la radio, c'est une spécificité méthodo, le niveau de diplôme et le revenu. À cela, nous, on a rajouté nos données à nous, Parlons Climat, donc via une étude, l'étude Parlons Climat 2022, donc c'est un 4000 Français qui sont représentatifs de la population française. On les a interrogés sur leur rapport au climat, sur leur consommation médiatique, et en plus, il y avait le filtre, donc la segmentation de destin commun, qui à la base comporte 70 critères. Nous n'en utilisons que 15, parce que sinon, vous imaginez le coût de l'étude, pour classifier un peu ces individus selon la segmentation des familles de valeurs. Donc, on a obtenu, donc, pour chaque, je vous donne plus précisément, on a un double filtre. Donc, pour faire la fiche télé France 5, je vais dans mon quanti, je filtre, je prends que les Français qui regardent régulièrement la télévision, 3000 sur 4000. Je filtre encore ceux qui regardent beaucoup, le plus souvent, Arte, 600. Et donc, sur cette population de 600, on a fait une fiche Arte, où on a donc les attitudes face au changement climatique, la répartition par famille de valeurs et l'autopositionnement politique de 1 à 10. Mis bout à bout, vous avez évidemment des comparaisons, parce que pour faire ressortir des traits saillants, on a comparé toutes ces données à la population française, donc aux 4000 Français, et le tout donne les fiches médias. Bon, c'était le topo un peu dense. Petit rappel donc, sur les familles de valeurs, la consommation des médias par les familles de valeurs. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si vous regardez tout à droite sur les réseaux sociaux, l'exception, c'est les réseaux sociaux, c'est que c'est une consommation très homogène, l'ensemble des familles de valeurs, ça oscille entre 45 et 50%. Il y a un individu sur deux qui déclare consulter régulièrement les réseaux sociaux, quelle que soit sa famille de valeurs. En revanche, sur tous les autres médias plutôt traditionnels, dirons-nous, il y a des écarts. La consommation est beaucoup plus différenciée. D'une manière générale, les stabilisateurs et les identitaires sont plus informés, et les attentistes et les laissés pour compte sont largement en dessous. Une spécificité, j'attire votre attention sur la télé, puisqu'en plus c'est notre sujet, donc c'est l'histogramme du milieu. Il y a une spécificité sur la télé qui est que ce sont les militants désabusés qui regardent le moins de la télévision, 61%. Ce qui explique, voilà, il va y avoir du stabilisateur surreprésenté, etc. Ça explique des choses, mais c'est une spécificité.
Comment lire ces fiches? Je ne vais pas revenir, normalement, vous les avez reçues, j'espère, ou elles vont arriver par la poste. Comment on les lit? Un recto avec des grands repères, un verso plutôt avec des données sociodémographiques et des attitudes face au changement climatique. Je reviens juste sur un graphique sur lequel on m'a posé pas mal de questions, donc je l'explicite. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il s'agit de nombre de téléspectateurs ou d'auditeurs pour la radio à un instant T. C'est-à-dire que si je passe sur M6 à 15h un jeudi, en moyenne, je toucherai 560 000 téléspectateurs. Si je passe en prime time le week-end, je serai presque à 2 millions. Ce n'est pas un cumul, c'est à un instant T, quand je passe sur cette chaîne, combien de gens je touche. À noter également que les replays sont comptabilisés là-dedans, selon leur tranche horaire initiale de diffusion. Si je regarde le film du vendredi soir, dimanche midi, c'est comptabilisé dans le vendredi soir. C'est la tambouille de médiamétrie. Comment lire ces fiches? En fait, il y a une double lecture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous a mis évidemment des pourcentages, des classements, des parts, etc. Et il faut en tenir compte. Quand on regarde du coup là, ce que je vous présente, c'est W9, on se dit, bah voilà, à part les militants des abusés qui sont sous-représentés, grosso modo, quand on part chez W9, on touche à peu près tout le monde, on touche tous les Français. Il y a 18% d'identitaires, 19% de libéraux optimistes, 23% de laissés pour compte. Bon. Ce qui est vrai, et ce qui est une grille de lecture, quand on passe à la télé, on touche un peu tout le monde. Pareil sur les indicateurs de droite, on fait confiance à ses proches, très bien, défiance envers le gouvernement. Et puis, vous avez le classement des raisons qui nous inciteraient à se mobiliser davantage, qui est un classement qui bouge assez peu. Mais on l'a laissé parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les écarts à la moyenne. Ce qui est surreprésenté et sous-représenté. Et c'est ça qui nous a servi de grille de lecture et d'analyse, parce que c'est ce qui donne la coloration spécifique d'une audience et d'une chaîne. À gros traits, W9, c'est une chaîne de laissés pour compte. Pourtant, il n'y a que 23% de laissés pour compte, mais c'est une des 4 chaînes et des 4 médias où les laissés pour compte sont surreprésentés. Et le fait qu'ils soient présents, ça rejaillit dans tous les critères. Donc, ils font plus confiance à leurs proches, plus 10 points, c'est beaucoup. Ils font très attention à leur confort et à leur niveau de vie. C'est un argument, c'est que plus 4 points. Mais sur l'ensemble des autres chaînes, ça ne ressort pas du tout. Vraiment, on a les intérêts personnels qui passent devant presque éviter les migrations climatiques. C'est une exception. Avec RMC Story et C8, qui sont des chaînes de laissés pour compte avec des gros guillemets, puisque vous avez compris qu'il n'y a pas que des laissés pour compte, mais c'est surreprésenté. Ces représentations, elles ne se valent pas toutes. Je prends l'exemple des attentistes. Les attentistes, si on prend Skyrock et Énergie, je vous ai mis les plus 2. Plus 2, c'est rien. Vous n'aurez jamais un plus 2 de stabilisateur sur vos fiches. Parce que les stabilisateurs, ils sont déjà hauts, on vous l'a dit, ils sont déjà très présents. Or, les attentistes ne sont jamais à la radio. Sur toutes les fiches, ils sont sous-représentés. Du coup, le fait qu'ils soient déjà là et en plus surreprésentés sur ces 2 chaînes radio, c'est significatif. Donc, ce ne sont pas des radios d'attentistes, mais il y a une affinité spécifique avec la matinale de Diffoul, etc., avec les adventistes. Voilà, donc on peut le lire de plein de manières. Ces écarts-là, s'ils sont très grands, en fait, ou très faibles, ça nous dit pas mal de choses. S'ils sont très forts, c'est qu'on est sur des médias affinitaires, donc qui parlent à une cible hyper spécifique, qui est donc très différente de la population française. Je vous prends l'exemple de France Inter. On a quand même plus 20 points de militants désabusés, c'est énorme. Ils sont 12% dans la population, ils passent à 32. Voilà, c'est très très fort. Évidemment, ça rejaillit auto-positionnement politique. 1 sur 2 des auditeurs se dit de gauche, donc c'est plus 28 points. On est sur des écarts pareils sur les experts et les journalistes en qui faire confiance. Et ça rejaillit, éviter les tensions climatiques, et moins 7 points sur un indicateur à 17% de assurer notre confort et notre mode de vie, qui est assez important. Donc tout ça se tient. C'est donc un média affinitaire. Et d'ailleurs, j'ai été creusée à l'inverse en me disant, ces gens qui écoutent France Inter, qu'écoutent-ils d'autres? Et ils écoutent France Culture, France Info, qui sont dans le même bundle, donc ils écoutent des radios très similaires. C'est peut-être attendu. Même cas avec CNews, mais je pense que vous avez compris la démonstration. On est exactement sur la même chose, mais de l'autre côté de l'échiquier politique. 15 points d'identitaire, plus 15 points d'identitaire, c'est beaucoup. La droite, pareil, 1 sur 2 qui se positionne à droite. Et puis, je vous partage mon meilleur insight quand même, c'est celui qui m'a fait une après-midi. Dans les figures à laquelle on fait le plus confiance pour avoir d'informations de qualité, dans le top 3, vous n'avez aucun qui passe devant les journalistes, etc., signe de défiance ultime, et qui n'est relevé que dans cette fiche-là, sur les 27 que nous avons analysées.
Voilà. À l'inverse de ces médias affinitaires, il y a les médias de masse. C'est ce dont on s'est aperçu. Donc, ils parlent à tous les Français dans leur diversité. Ce sont les plus gros, en plus. Donc, c'est les 1, 2, 3, 5, 6. Enfin, c'est les plus grosses chaînes. Je vous ai mis là les 3 qui ressemblent le plus à la structure française. Vous voyez, TMC, c'est quasiment la même répartition en termes de famille de valeurs. Ce qui veut dire que dans les fiches, vos fiches seront beaucoup plus vides, d'une manière générale. Il y aura moins de notifications d'écart à la moyenne parce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est des chaînes familiales très hétérogènes qui ont des programmations qui vont du jeu au JT télévisé, au magazine, aux séries, etc. Du coup, ça brasse beaucoup de monde, donc c'est vraiment les médias de masse. Et ça ressort dans nos fiches. Je regarde juste où j'en suis niveau temps. La conclusion se présente sous forme de cartographie. Je vais essayer de vous en faire une lecture croisée et dynamique. En radio comme en télé, on a une sphère, j'appelle ça la sphère des alliés, des amis, mais je grossis les traits. Ce sont donc les médias culturels et informationnels de gauche qui parlent essentiellement à des militants, à des stabilisateurs, diplômés de gauche, etc. Donc sur la télé, on a Arte, France 5 et France Info. Et niveau radio, on a France Inter, France Info également, et France Culture. J'attire votre attention sur le fait qu'on a 2 France Info, mais qui n'ont rien à voir, sinon être le même groupe. Mais ça n'a rien à voir. France Info, c'est la plus petite chaîne télé. C'est au max 100 000 téléspectateurs le matin. Sur le pic d'audience, on est à 100 000. France Info Radio, la matinale, c'est 2 millions. 2,5 millions. Donc, rien à voir du tout en termes d'audience. Important de demander où est-ce que vous passez à France Info, plutôt à la télé ou à la radio. Vous serez mieux à la radio. Une deuxième sphère qui se répond, qu'on retrouve en commun entre la télé et la radio, on l'a appelé, ce sont les médias d'information plutôt de droite, avec des libéraux optimistes surreprésentés. On est aussi là sur une chaîne d'information, avec peut-être des débats qui se font un tout petit peu plus polémiques, notamment sur BFM TV et RMC, là où la sphère d'avant est plutôt sur un débat plutôt pacifiste, je dirais, où il y a une place pour le climat et l'environnement, là, un peu moins. Voilà, mais ça reste quand même les chaînes importantes. Vous avez également, le même constat radio-télé, des sphères pur divertissement, où il n'y a quasiment pas d'infos. À la télévision, c'est Sister, W9, C8, on compte que C8, TPMP et du divertissement. De l'autre côté, vous avez Énergie, RFM. Voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a peu de place laissée à l'information. Spécificité du coup de la télé, on a, je vous en parlais, des médias de masse qui rassemblent énormément de gens. La plus grosse audience, c'est où il y a toutes les familles sont un peu là, représentées. N'empêche qu'on a essayé de les scinder en 2. Vous avez France 2 et France 3 qui s'adressent plutôt à des personnes âgées avec des documentaires et donc et des stabilisateurs. Et à l'inverse, vous avez des TF1, M6, TMC qui sont un peu plus branchés divertissement et du coup qui touchent des jeunes. Donc, ce n'est pas tout à fait quand même, si on scrute bien et qu'on détaille, ce n'est pas tout à fait la même chose. Côté radio, on a les radios de proximité, donc c'est proximité affective et géographique. Ce sont des radios, elles sont évidemment aussi musicales, comme beaucoup de radios, il y a beaucoup de musique, mais elles ont quelque chose en plus dans la mesure où elles apportent de l'information locale, comme France Bleu, qu'elles sont écoutées dans des petites communes et des milieux ruraux par des personnes âgées. C'est le cas de Nostalgie et France Bleu. Ou Skyrock, qui touche là aussi une sphère très spécifique de jeunesse urbaine qui vivent dans des grandes agglomérations et qui diffusent effectivement la radio du rap et du R&B. Et reste seul un peu à la télé, sur la partie télé, les chaînes marquées très à droite, CNews, RMC Découverte, RMC Story. C'est le point commun qu'elles ont. Après, elles sont très, très différentes. CNews, ce sont plutôt des hommes diplômés qui gagnent bien leur vie, très concrètement. RMC Story, c'est de l'identitaire laissé pour compte, faible revenu, plus jeune. Donc, c'est différent. L'exercice était quand même de les rassembler, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, et du coup, je vous parlais de l'exercice qui est quel territoire de com couvrez-vous réellement, une fois qu'on les a tous devant nos yeux, là. Je ne sais pas où est-ce que vous pensez être. Donc, je vous ai dit, j'ai dédoublé ce que vous avez envoyé. Donc, ça fait 60 orgas différentes. Et voici ce que nous avons. Donc, nous avons, je ne sais pas si vous avez vu apparaître tellement c'est petit, mais sur les sphères de divertissement, il y a très peu d'interventions, 3 et 7. C'est normal. On l'a dit, il y a peu de place à l'information.
je me permets juste, est-ce que tu Ouais. peux peut-être réexpliquer comment tu as récupéré ces chiffres-là? Parce que je ne sais pas si tous les gens qui sont là ont rempli le questionnaire en amont, peut-être pas en fait. Beaucoup, je pense, 90%. Il y a un questionnaire qui a été envoyé et qui vous demandait si vous ou votre orga, ou vous et votre orga étaient intervenus à la télévision ou à la radio les 12 derniers mois. Voilà. Donc c'est du déclaratif, c'est évidemment de la grande tendance et pas du très précis, mais enfin, les chiffres vont parler d'eux-mêmes, je pense. Ça, c'est... sur les grands médias de masse, donc il y a 85 interventions sur France 2, France 3, chez les stabilisateurs, il y en a quand même moins du côté des médias de masse, je dirais jeunes, TF1, M6, personne sur TMC, du reste. Radio de proximité 31, c'est dont 24 de France Bleu, donc c'est quasi exclusivement du France Bleu. On a 62, c'est beaucoup, 62 interventions, du coup ça grimpe sur les radios d'information de droite, surtout RMC. 42 sur la sphère télé économique, info économique de droite, beaucoup de BFM, c'est 28 de BFM, je crois, sur 42, c'est énorme. Et du coup, il nous reste le top 2, 75 interventions à la télé sur la sphère des amis, des alliés, beaucoup chez France Info, donc petite télé, si on appelle ça les médias bac à sable, selon Audrey d'Expertise Climat, c'est-à-dire microscopique audience et des alliés. Donc vous pouvez y aller, vous faire plaisir, vous ne serez pas trop regardé et en plus on serait sympa avec vous, en gros. Et le top 1, c'est France Inter. C'est France Inter et France Info, encore, 104 interventions. Je vous ai mis juste derrière les ordres de grandeur. Encore une fois, c'est une étude comme ça entre nous, hein, c'est pas valeur d'étude réelle, mais ça donne des grandes idées. Voilà. France Inter, France Info, BFM côté télé. Je crois que j'ai tenu à peu près mon timing et que nous avons des questions, le temps pour des questions-réponses. S'il y en a. Vous pouvez mettre une étoile dans le chat et on prendra les questions au fur et à mesure si vous en avez. Vas-y, Amandine, puis tu peux répondre à Marika, Amélie. Ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avais une question qui portait sur le début de la présentation, la partie de Lucas. Lucas t'a présenté le fait qu'il y avait 3, on va dire, événements sur le climat et qu'en gros, ils étaient bien traités selon les personnes. Mais en fait, ces événements, c'est soit des événements ponctuels, soit des événements extrêmes. Mais il y a la question du traitement du sujet climat, on va dire, dans le courant de l'actualité, par rapport au sujet économique, etc. Est-ce que vous avez analysé cette question qui est quand même importante? Parce que j'allais dire quelque part, évidemment, que pendant les sécheresses extrêmes qu'on a eu l'été, les feux, etc., c'était traité, on peut... Enfin voilà, et du coup, votre analyse, elle est intéressante et pertinente. Mais il y a quand même tout le reste de l'actualité voilà. Et je me posais la question de si vous l'aviez analysé ou pas. Je réponds du coup, merci Amandine. Alors, en fait, là, c'est la seule manière qu'on ait eu de comparer de manière un petit peu systématique, on va dire, sur la même question, différents événements. Et donc, c'est ce qui nous permet en fait là de faire un comparatif avec des événements vraiment qui n'ont rien à voir et donc des types d'actualités très différentes. À côté de ça, il y a quelques questions qui sont posées spécifiquement sur est-ce que vous trouvez que le sujet climat est bien couvert de manière générale dans les médias ou de tête, il y a 40% des gens qui disent oui aujourd'hui. Mais si tu veux, tu n'as pas ce comparatif avec tout le reste qui, quelque part, en fait, du coup, ne te permet pas d'avoir cette finesse de dire est-ce que finalement, il y a une perception que le climat en particulier par rapport à d'autres sujets est plus ou moins bien traité. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est arrêté du coup sur ces 3 événements-là qui, pour le coup, nous donnent une vraie base comparative, si tu veux, avec d'autres événements et d'autres actualités totalement différentes. Et parce qu'effectivement, sinon, on va trouver des chiffres, mais où vraiment, il y a la question du climat en particulier. J'ai en tête dans un baromètre précis où il pose la question sur 2 sujets qui sont celles du climat et celles des violentes faites aux femmes.
Donc, ça en fait 2, mais ça ne fait pas par rapport à beaucoup d'autres types d'événements sur lesquels on trouvait ça intéressant de pouvoir avoir des comparaisons. Et sur Sud Radio, je vais laisser Amélie répondre peut-être. C'est déjà fait. On a pris le top 11 et le top 16. Si ça ne remonte pas, c'est que c'est tout petit. Tu peux répondre à Ilana dans le chat. Parmi nos cibles privilégiés, les décideurs politiques et économiques, est-ce qu'on a une analyse de la fréquentation média de ces deux publics spécifiques? On n'a pas. Non, je dépends. En fait, je pense l'enjeu là-dessus, Ilana, c'est comme souvent, en fait, quand on commence à être sur des groupes de gens qui sont tout petits, en l'occurrence, là, je ne sais pas, on va dire qu'on parle peut-être de 500 000 personnes en France, ça devient très dur d'aller les chercher avec des outils de sondage. Et donc, l'enjeu, c'est potentiellement d'aller leur parler un petit peu plus directement. Nous, les proxys qu'on pourrait avoir là-dessus, on pourrait aller dire qu'on va regarder les CSP+, par exemple, où là-dessus, nous, on est capable de dire des choses, mais on sait que ça ne se confond pas avec la notion d'élite politique ou d'élite économique, qui est une frange toute petite, en l'occurrence, des CSP+. Et donc, voilà. Et donc, on n'a pas, nous, en tout cas, de réponse particulière là-dessus, précise à te donner. Si vous avez d'autres questions, on a le temps de les prendre là avant de passer à la phase d'après. Donc, n'hésitez pas, que ce soit de compréhension des fiches ou autre. Dis donc, c'est très clair, c'est merveilleux. Excusez-moi, en fait, je me rends compte que j'étais en train d'écrire à Charlotte de ECF seulement et pas à tout le monde. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas ma petite étoile. Pas de souci, vas-y. Oui, ma question, c'était est-ce que vous, enfin là, vous nous avez dit un peu où est-ce qu'on allait. Est-ce que vous avez des, alors peut-être pas des données, mais au moins des tendances sur les émissions dans lesquelles on n'est peut-être pas très bien accueilli? Alors, ça se recoupe peut-être pas forcément avec la tendance politique de l'émission, mais est-ce que vous savez qu'il y a des endroits, en fait, soit c'est pas la peine d'y aller, ou alors il faut y aller en mode hyper confrontation, ou alors au contraire, avec un autre profil, on peut réussir à convaincre. Voilà. Qui veut répondre, Lucas? Amélie, peut-être, non? Non, pas trop. En fait, c'est pas du tout notre métier chez Parlons Climat. Et c'est une posture qu'on ne souhaitait pas. On s'est demandé quel était notre but là-dedans. Nous, on est analystes et designers de données sur ce travail. Il faut quand même connaître bien les médias quand même pour être en mesure de savoir ça. Moi, j'ai du off d'Audrey, mais j'ai pas de bille. Je vous laisse répondre. Et pour être clair, par contre, Joséphine, on sait que c'est un besoin, que ça fait partie des choses qui seraient utiles à beaucoup de gens, de creuser un peu plus un mix entre le format et la tonalité de chaque émission. Tout connement, tu ne te prépares pas forcément pareil si tu sais que c'est une émission avec plein de questions-réponses, si la tonalité elle est plus ou moins au clash, etc. Au-delà de l'orientation potentiellement politique, mais c'est vraiment de l'éditorial, si tu veux, et ça nécessite une vraie connaissance de chacun de ces médias, de chacune de ces émissions, etc. Et effectivement, nous, en fait, on est plus des experts des données, on va dire, et de l'opinion que des médias en tant que tels. Là, en l'occurrence, on a travaillé avec de la donnée médiatique et on est très heureux de l'avoir fait. Et donc ça, pour nous, ce serait une surcouche potentielle à apporter sur ces fiches. On serait potentiellement très heureux d'en discuter avec des gens dont ce serait vraiment l'expertise et à voir si d'une manière ou d'une autre, on peut tout mélanger, on va dire, dans un même outil pour une deuxième version l'année prochaine, quoi. Mais il y avait une étoile question de Marika, si tu veux prendre la parole. Oui, juste rapidement, donc c'est génial ce que vous faites, merci beaucoup, parce que évidemment en interne chez nous, on n'aurait jamais eu le temps de faire ce genre d'analyse, donc c'est top. Voilà, vous avez dans le comparatif, en fait, il y a plein de chaînes sur lesquelles il est très, très compliqué d'aller parce qu'il n'y a pas de case, en fait, où évidemment, c'est pas des émissions d'infos généralistes où on peut s'insérer, on peut s'inviter, etc. Et donc, effectivement, bon, c'est intéressant, mais de savoir qu'il y a des grosses audiences, mais vu qu'il n'y a pas dans
dans la grille des programmes de cases ou lesquels investir, en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, ma question, c'était plutôt de savoir si vous n'auriez pas un comparatif des émissions éventuellement auxquelles on pourrait prétendre dans l'ordre décroissant, donc des plus regardées ou moins regardées. Est-ce que ça, vous avez essayé de le faire ou peut-être que est-ce que c'est un projet éventuellement pour plus tard? Tu veux répondre, Lucas? Camille ne prend pas, ouais, je me lance. Très honnêtement, d'abord, on a fait une erreur et que en vrai, j'assume pas mal moi, qui est d'avoir demandé les chaînes et les radios les plus écoutées, point. Alors qu'en vrai, tu as un vrai point là-dessus, Marika. Par exemple, en vrai, c'est intéressant, Nostalgie, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de cases d'infos. Et donc, en fait, on aurait dû en fait, aller regarder plutôt des chaînes, des médias sur lesquels en fait, on avait une chance, en tout cas, d'avoir des slots, ou en tout cas, il y avait une possibilité d'y aller. Donc ça, c'est pour les chaînes en tant que telles. Et donc, je pense ce serait à refaire. Il y aurait certaines des radios et des télés, en fait, en gros, on ne prendrait pas les plus grosses audiences, on prendrait les plus grosses audiences sur lesquelles on a des chances d'aller. Donc ça, c'est un premier point. Voilà. Et sinon, le fait de rentrer un peu plus émission par émission, pour nous, ça nous semblait, c'est un travail qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Faut imaginer que là, enfin, c'est un travail monstrueux et qu'a fait notamment Amélie sur le fait de réaliser 26 fiches, médias, etc. Si on voulait rentrer par émission, ce serait beaucoup plus long et en fait aussi beaucoup plus cher en fait, parce que là, en gros, on a acheté de la donnée pour toute la journée, toute la chaîne. Et donc, si jamais on voulait avoir très précisément sur telle émission, à telle heure, sur telle chaîne, et l'audience et la catégorisation de cette audience en termes de CSP, etc., ce serait effectivement beaucoup plus cher. Le point de fond, je pense, sur tout ça, c'est un peu se dire, c'est une première itération dont objectivement, on pense qu'elle a de la valeur, vraiment. Enfin, on espère en tout cas qu'elle a de la valeur pour vous. Et tout à fait preneur à ce qu'il y ait des itérations un petit peu différentes qui prennent en compte effectivement ces retours-là, notamment le fait de rentrer potentiellement un peu plus par émission, à voir un peu plus précisément comment. Il y avait, si je ne me trompe pas, une question de Robin après. Vas-y Robin, bonjour. Salut, hello, merci pour le taf. Moi, j'ai une question du coup sur les médias locaux. Parce qu'on sait par exemple que dans la presse, la PQR, la presse locale, ça a une grande place là-dedans. Donc j'ai vu que vous l'avez fait pour France Bleu. Est-ce que vous l'avez fait sur d'autres médias télé qui sont locaux, même en agrégé? Et j'imagine que ça pèse pas lourd. Et est-ce que vous l'avez fait aussi, par exemple, sur France 3, la diff entre décrochage local et France 3 Spéciaux? Et au-delà de ça, est-ce que vous avez des analyses sur les médias télé-radio locales? Merci. Je peux répondre si tu veux compléter, Lucas, mais on a vraiment pris les tops des émissions, donc ça ne rentre pas là-dedans. Par contre, c'est des chiffres qui sont trouvables. Alors, Médiamétrie, c'est son job et son fonds de commerce de vendre des données, donc tout n'est pas accessible en ligne. Par contre, si on a envie d'avoir les volumes d'audience de différents journaux régionaux, ça se trouve globalement. C'est peut-être un travail pour la suite, mais on ne les a pas encore, nous, de notre côté. Et puis, voilà, pardon, je viens de voir que Nabil vient d'arriver et on va pouvoir, à moins qu'il y ait une dernière question, et c'est OK, on a le temps de prendre une dernière question si vous en avez une. Mais on va pouvoir sinon passer à la phase de l'interview animée par Amélie. On aura du temps de questions à la suite de l'interview. Et donc, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question maintenant, il y aura aussi le temps tout à l'heure. À toi, Amélie. Trop bien. Bonjour Nabil, et déjà immense merci de remplacer au pied levé du coup Audrey d'Expertise Climat et qui en a bossé là-dessus et qui est malade. En termes de biographie introductive, je me suis penchée sur ton profil LinkedIn ce matin et je dois avouer que mon travail a été grandement simplifié car en fait tu es en quelque sorte Monsieur Monde puisque tu travailles depuis presque 20 ans. Tu y travailles depuis presque 20 ans avec bien sûr différentes casquettes et rôles au sein de ce grand média. Des thématiques clés comme la politique, l'énergie, directeur de l'innovation éditoriale, producteur du podcast Chaleur Humaine. Autant dire qu'on est quand même très content de t'avoir parmi nous. Et il faut notifier que tu as participé en fait vraiment à la relecture des fiches il y a quelques semaines.
Du coup, moi, la première question qui me brûle les lèvres, c'est ton recul, ta prise de recul et d'expérience. Ça fait 20 ans que tu es au sein d'un média quand même phare. Comment, toi, tu perçois la transition au sein des grands médias? Bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors, en fait, tu veux dire la manière dont les médias se sont emparés de la question de la transition? En fait, et c'est ce que montrent bien d'ailleurs les fiches, je crois que le premier truc auquel il faut être vigilant, c'est à ne pas mettre tous les médias dans le même bloc, puisque en fait, tout le monde ne va pas à la même vitesse, et que donc il y a certains médias qui se sont emparés de ces questions-là de longue date, et d'autres qui sont totalement à la ramasse. Pour dire les choses simplement, on peut le catégoriser, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de médias, par exemple, qui ont créé il y a un certain temps des services dédiés au traitement des questions environnementales et climatiques. Nous, c'est le cas au Monde depuis longtemps avec le service Planète. Il y en a d'autres qui sont en train de le faire maintenant. C'est le cas, par exemple, qui est en train de se passer à France Télévisions avec la création d'un service dédié. Puis il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc ça, c'est un assez bon indicateur de voir est-ce que cette question-là est prise en compte dans l'organisation de la rédaction. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est connexe, c'est que en fait, les médias ne sont pas des corps stables. On est dans une industrie qui a connu énormément de changements ces 20 dernières années, avec l'émergence du numérique, avec des modèles économiques qui ont été détruits par la transition numérique, avec beaucoup de rachats par des gens très riches, mais qui n'avaient pas forcément à cœur uniquement la liberté de la presse. Et donc, des transformations très importantes qui ont aussi bousculé les rédactions, fait qu'elles ont eu du mal aussi à se renouveler, beaucoup de précarité chez les jeunes journalistes. Et donc, voilà, on est dans un moment où il y a une forme de stabilisation pour un certain nombre de médias. C'est le cas pour nous au Monde, parce qu'on recommence à trouver un modèle économique. Mais il faut avoir en tête le fait que voilà, c'est un environnement qui est pas super simple. Et ensuite, on voit bien qu'il y a quand même, sur la question climatique, grosso modo, quand même, je dirais que depuis 2-3 ans, il y a une vraie accélération, notamment chez les médias qui ont de plus en plus pris en compte cette question. Donc, ça, dans la presse écrite, outre nous, c'est évidemment Libé, même Le Parisien, d'une certaine manière, qui a fait des efforts qu'il ne faisait pas auparavant. On voit bien que même dans un journal économique comme Les Échos, c'est une question qui est de plus en plus présente. Alors, évidemment, tout le monde ne part pas du même endroit. Au niveau télé, on voit bien que pour les grandes chaînes, France 2, France 3, et même d'une certaine manière TF1, il y a eu une progression certaine, qui est même affichée, même pour TF1, parce que même le groupe Bouygues communique là-dessus. Par contre, que pour une partie des médias, on voit bien qu'il y a notamment pour la presse de droite et d'extrême droite, qu'il y a une forme de défi, c'est-à-dire de volonté de ne pas y aller ou d'y aller en reprenant plus qu'avant des thèses climato-sceptiques. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus du côté du Figaro Magazine encore plus, Valeurs Actuelles, évidemment CNews. Voilà. Et donc, voilà, il y a des… voilà, c'est ça un peu que je veux dire, c'est que ce n'est pas un paysage homogène, quoi. Ouais. Ok. Et toi, tu vois ça comme une réelle prise de conscience ou quelque chose d'un petit peu plus opportuniste? Il faut s'adapter à l'époque, c'est une obligation, donc on va y aller, mais où est-ce qu'il y a des consciences qui se réveillent en interne? Il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a d'une part, les rédactions, elles sont composées de journalistes et donc qui sont des humains, et donc qui ont des enfants, qui vivent la même vie que tout le monde, tout ça. Et donc, évidemment qu'il y a une forte dimension de prise de conscience et qu'il y a des gens qui veulent faire bouger des trucs. Il se trouve aussi que pour un certain nombre de rédactions, pas toutes, il peut y avoir, dans le fait de traiter les questions environnementales ou climatiques, des choses qui peuvent accompagner un changement de modèle économique. Par exemple, nous, on est passé d'un modèle économique avant qui était celui du papier, à un modèle économique qui était celui du site web, et aujourd'hui, on est sur un modèle économique qui est celui de l'abonnement numérique, qu'il soit sur mobile ou sur le web. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on s'abonne à un média? On s'abonne à un média aussi parce qu'on trouve que le travail est bien fait, mais aussi parce qu'on y croit, que ça nous intéresse, que ça touche des thématiques qui nous plaisent et tout. Et donc, on voit bien, nous, que par exemple, sur les questions climatiques, en fait, le fait d'être, on espère, meilleur que d'autres sur ces sujets-là, ça fait que ça peut susciter aussi des abonnements. Donc, il peut y avoir une dimension comme ça, mais ce n'est pas le cas pour tous les médias, loin de là. Parce qu'il y a aussi, notamment pour les médias audiovisuels, un truc qui peut paraître assez contre-intuitif quand on travaille sur les questions climatiques depuis longtemps, mais en fait, ce n'est pas des trucs qui marchent bien. C'est-à-dire que les émissions de talk à la télé, par exemple, quand elles parlent des questions climatiques, ça ne marche pas bien. Sauf exception quand il y a vraiment un truc d'actu chaude qui est typiquement, on est en période de sécheresse, où il y a une canicule et on parle de ça, ça marche. Mais par contre, poser
moi, je participe souvent à des émissions à la télé, type C'est dans l'air, c'est ce soir, etc. Bon, bah, en fait, ils font leurs moins bonnes audiences quand ils parlent d'environnement. Et, et c'est aussi la nature même de traiter l'actualité de beaucoup de ces acteurs-là, parce qu'en fait, en général, ils font des trucs vraiment d'actu chaude. Tiens, Macron a dit ça à midi, ce soir, on va faire un truc qui explique ce que dit Macron. Or, la question climatique, comme vous le savez mieux que moi, en fait, elle est diffuse. C'est une tendance, et donc c'est difficile de la scander par des événements d'actu qui se passent tous les jours. Sauf évidemment exception. Mais donc ça, c'est pas facile et ça rentre pas bien dans l'agenda et les habitudes non seulement d'un certain nombre de médias, mais aussi d'utilisateurs de médias, de téléspectateurs ou d'auditeurs de radio. Et donc, je pense que pour un certain nombre de… Alors, la manière positive de dire ça, c'est qu'il y a un certain nombre de médias qui se mettent plus sur ces questions-là, même si ça ne leur est pas nécessairement profitable en termes d'audience ou de modèle économique. Voilà, c'est ça que j'aurais dû dire au début. D'accord. OK. Donc, en principaux freins, c'est potentiellement un modèle économique, une direction, je ne sais pas, avec un cadre, une rédaction édito qui ne colle pas… et le fait que ça marche pas bien et que ça drive pas des audiences incroyables, quoi. Que les chiffres soient pas… Il y a un point, pardon, j'ai oublié un truc qui est important, c'est qu'en fait, la plupart des rédactions, elles sont constituées en silos. C'est particulièrement le cas pour les rédactions un peu grosses comme la mienne, mais nous, on fonctionne comme un gouvernement. Donc, on a des rédacteurs, on a des services par thème, et dans chacun des services, on a des rédacteurs qui vont sur chacun des thèmes. Moi, par exemple, quand j'étais au service économie, je m'occupais des questions d'énergie. Et en fait, cette structuration-là, elle est en fait pas du tout pratique pour que des collectifs comprennent la question climatique et sa dimension systémique, parce qu'en fait, ça fait que quand on traite l'énergie, forcément, on va traiter du climat, mais quand on est au service politique et qu'on s'occupe d'un parti, je ne sais pas, le PS, bon, ça n'existe plus, mais d'un parti, admettons, ou qu'on est au service société et qu'on traite de l'éducation, je ne sais pas quoi, en fait, on ne voit pas la question climatique. Et donc, il y a une difficulté pour nous qui est de faire comprendre que c'est une question transversale et qu'il faut que les gens qui sont dans les différents services, qui s'occupent des différentes rubriques, ils s'emparent de cette question-là et ils l'intègrent à leur traitement. Ils disent, moi, je suis journaliste chargé des questions d'éducation, c'est mon boulot d'aller voir le ministère pour leur dire pourquoi les bâtiments publics ne sont pas isolés, comment on va faire court par 50 degrés, etc., etc. Et donc ça, c'est difficile. Et donc ça, c'est un frein qui est important parce que ça ne rentre pas dans la compréhension que la plupart des journalistes ont de leur propre rubrique dont ils sont spécialistes. Donc ça, il y a un hiatus qui est assez fort, qui passe notamment par des questions de formation. Donc ça, il y a un certain nombre de rédactions qui s'y attellent, mais il y a un vrai boulot en interne qui est un peu par en haut, par en bas, c'est-à-dire des directions qui prennent mieux en compte cette question-là et qui sont capables d'impulser des projets éditoriaux collectifs autour des questions climatiques, et puis des rédactrices et des rédacteurs qui sont capables de faire le lien entre les questions traitées et les enjeux du climat. Okay. Et est-ce que du coup, toi, tu vois, le monde presse, là on parle télé, radio, est-ce que tu vois des contraintes différentes ou des spécificités différentes entre presse, TV et radio ? Oui, en fait, c'est moins, je pense, une question de format qu'une question de temporalité. C'est-à-dire, moi, je travaille au Monde dans un endroit dans lequel, en fait, on a le temps de faire des trucs. Et donc, on peut avoir des gens qui travaillent sur les questions climatiques sur le long terme. En fait, pour comprendre cette dimension systémique, il faut des gens qui aient un peu de temps. Parce que, en fait, on ne peut pas faire 3 articles par jour ou 3 sujets par jour sur ces questions-là. En fait, c'est difficile, surtout quand, comme la plupart des journalistes, on n'a pas de formation scientifique ou technique. On est habitué à traiter les choses en silo, comme je disais. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour des gens qui travaillent dans des médias d'actualité en continu. C'est pour ça que les chaînes d'infos, c'est très difficile pour elles de saisir cette question-là, parce qu'en fait, l'actu va très vite et il faut la nourrir et il faut tout le temps des gens à inviter sur les plateaux. Et donc, en fait, ce n'est pas simplement une question de format, c'est vraiment une question de temps et de disponibilité d'une certaine manière. C'est là que la question des modèles économiques est importante, parce qu'en fait, le temps, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir des gens qui peuvent travailler pendant des fois longtemps sans rien produire. Nous, on peut se le permettre, France 2 peut se le permettre, mais d'autres médias ne peuvent pas forcément se le permettre. Et donc là, il y a une vraie différence d'approche qui est importante. Okay. Nous, tout notre travail, là, il repose un peu sur l'analyse des audiences. On essaye de se dire, du coup, en ligne, on a quand même des chargés de com, des porte-paroles, des orgas climat. Donc, on essaye de dire, c'est notre mantra chez Parlons Climat, de dire, il faut mieux connaître ses audiences. Est-ce que les journalistes font ce travail-là? Est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que vous vous posez, vous connaissez très bien vos audiences? Est-ce que des fois, vous faites un pas de côté en vous disant, on ne va pas chercher tout le monde? En fait, oui et non. C'est-à-dire que souvent, je pense, dans les rédactions, ce n'est pas explicité de cette manière-là, mais au fond, oui, chacun connaît l'identité éditoriale du média pour lequel il ou elle travaille.
Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, on ne produit pas la même chose quand on travaille pour Le Monde ou Le Parisien ou CNews. Pas simplement parce que ce pas des médias qui se ressemblent, mais aussi parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes et qu'on ne le fait pas du coup de la même manière. Et du coup, vous voyez bien, un même sujet, ben, il ne va pas être expliqué de la même manière sur différents médias. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas souvent explicité au sens où on ne se dit pas « Ah tiens, oui, on va targeter cette partie-là de notre audience ». Personne ne se dit jamais ça. Mais par contre, on sait bien confusément qu'il y a certaines choses qui vont prendre à rebrousse-poil une partie de notre lectorat ou qu'il y a des choses qui ne nous ressemblent pas du tout. Par exemple, typiquement, nous, quand on va sur des sujets qui sont jugés légers par une partie de notre lectorat, on est accusé de trahir l'identité du Monde parce que dès qu'on va parler de trucs considérés souvent injustement comme pas suffisamment sérieux pour Le Monde, bah en fait, on va nous dire « Ah là là, dis donc, vous trahissez l'identité du Monde, ça ne va pas, etc. » Nous, d'une certaine manière, ces dernières années, on a de plus en plus fait en sorte que la question climatique, elle soit partie intégrante de notre identité éditoriale. Donc, c'est assez simple pour nous. Pour d'autres médias, c'est plus difficile parce qu'en fait, je ne sais pas si on prend je sais pas moi, les magazines féminins, par exemple, qui pourraient tout à fait être des bons relais de beaucoup de questions climatiques. Bon, en fait, ça ne fait pas du tout partie de leur identité d'aller sur ces thématiques-là. Et donc, c'est assez difficile. Il faut se tordre un peu, il faut s'inventer un peu une nouvelle identité éditoriale. Et donc, ça, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et d'une certaine manière, je pense que c'est aussi un enjeu pour les gens qui communiquent sur ces sujets-là, de bien comprendre. C'est pour ça que ces fiches sont bien, c'est-à-dire bien comprendre les deux niveaux qu'il y a, c'est-à-dire toutes les rédactions ne sont pas pareilles, ils n'attendent pas la même chose. Il faut aussi adapter son type de discours aux différents médias. Et à l'intérieur de ces rédactions, il y a aussi des gens qui font des métiers assez différents et qui ont des identités éditoriales assez différentes. Moi, aujourd'hui, je fais un podcast de long terme avec des gens qui parlent pendant longtemps et ça dure des heures. Bon, en fait, j'ai le temps, donc je peux aller boire des cafés avec des gens, je peux expliquer, je peux lire des bouquins, tout ça. Avant, j'étais journaliste sur la rubrique énergie, j'écrivais des papiers tous les jours. En fait, j'avais le temps de rien, je n'avais jamais le temps de lire un livre. Et donc, en fait, ça ne sert à rien de parler au rubricard qui est dans l'actu de la même manière qu'à la personne qui produit un contenu de plus long terme. Et donc, ça, c'est important en termes de communication aussi, de comprendre que même au sein d'un même média, d'abord, les gens ne traitent pas les mêmes types de sujets et surtout, ils ne les traitent pas de la même manière. Et donc, d'arriver à bien cibler les discours en fonction du boulot des uns et des unes et des autres. Très bien. Moi, j'ai envie de laisser quand même 10 minutes de questions pour nos 50 personnes qui sont en ligne, là, quand même. J'ai vu que Lucas aussi, t'en avais. Est-ce qu'on a des questions? Parce que sinon, on peut continuer, mais j'aimerais bien qu'on laisse un petit peu de temps de questions-réponses. Vas-y, Adam. Bonjour à tous, salut. Merci pour cette présentation de grande qualité, pour ces fiches qu'on aime bien regarder en buvant un café. Et, salut Nabil. Une petite question du coup à Nabil. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses, quel est le plus grand challenge médiatique du coup pour nous autres associations et réseaux? Qu'est-ce que tu penses après cette présentation et globalement quel est d'après toi le défi que nous devons réussir dans les prochains mois ou années à venir? Salut Adam. Écoute, c'est hyper dur comme question, mais en réfléchissant un peu, je me dis qu'une des difficultés, mais je sais que vous en avez vachement conscience, c'est en fait d'arriver à élargir la base, c'est-à-dire de parler de questions climatiques à des gens qui connaissent pas bien ces sujets-là. Et donc, c'est beaucoup plus facile de s'adresser à des médias qui sont déjà vachement convaincus et qui ont des audiences qui sont déjà convaincues. Donc, il y a un vrai travail de vulgarisation et d'évangélisation qui n'est pas simple parce qu'en fait, ça implique aussi de moduler ou de moderniser son discours ou de l'adapter en tout cas aux différents types d'interlocuteurs. Je crois que le vrai enjeu, c'est ça, c'est-à-dire qu'il existe pour les journalistes, c'est-à-dire comment nous, on arrive dans ce travail de passeur à parler au plus grand nombre. Et je pense que c'est la même chose aussi pour un certain nombre d'organisations, de se dire comment on fait pour essayer d'attraper des gens qui ne pensent pas comme nous ou auxquels on ne penserait pas d'habitude, des communautés qui sont différentes de celles à qui on s'adresse d'habitude. Et il me semble que ça, il y a un point qui est assez important et qui est commun, en fait, je pense, au travail que vous faites et aux questions qu'on peut se poser, nous journalistes, c'est d'arriver à parler de climat sans parler de climat, c'est-à-dire à intégrer la question climatique suffisamment bien quand on parle des sujets de transport, des sujets d'alimentation, des sujets d'organisation de la société, des modèles économiques des entreprises, etc. Et en fait, de faire comprendre
pourquoi ces transformations-là doivent avoir lieu, sans forcément insister d'abord sur « Ah, bah, en fait, c'est la trajectoire du GIEC, patati patata ». Parce qu'en fait, ce discours marche peut-être avec certains, mais pas avec d'autres. Et donc, voilà, je crois qu'il y a cette finesse d'approche à avoir, qui évidemment sera différente selon les différentes organisations. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un vrai enjeu. Et en disant ça, je ne pense pas nécessairement d'abord aux gens qu'on identifierait comme climato-sceptiques ou super conservateurs et tout ça, mais plutôt à la grande masse des gens qui, en fait, ont une forme de sensibilité sur ces questions-là, mais ils ne comprennent pas forcément grand-chose, n'ont pas envie d'avoir le niveau d'expertise que certains autres peuvent avoir, mais qu'il faut arriver à attraper par des choses qui vont leur faire comprendre pourquoi c'est une question systémique et centrale. On a d'autres questions. Ilana? Oui, salut tout le monde, salut Nabil, merci beaucoup pour ta présentation très très riche d'enseignements et surtout pour ton podcast, je suis vraiment une grande fan. Alors moi j'ai une question plutôt tactique, tu parles de formation, nous c'est un sujet au Shift Project sur lequel on est très investi, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. Moi je réfléchis actuellement à un sujet plus vaste qui est celui de la formation des journalistes. Tu l'as très bien exprimé tout à l'heure, on a des rubricards, ils ne font pas le lien entre eux, tout le monde travaille un peu en silo, nous, on s'en rend bien compte. Alors, c'est une question peut-être un peu compliquée, donc n'hésite pas à me dire que voilà, ça change en fonction des médias, mais d'un point de vue tactique, si là, j'ai envie de former un maximum de journalistes, comment je fais? Quel public je dois toucher? Est-ce que j'invite plutôt les patrons des rédactions, les directeurs de rédaction, plutôt les rubricards? Enfin, comment tu… Là, si tu devais me donner un conseil, en gros, ce serait quoi? J'en ai plein. Je peux raconter ce qu'on est en train de faire au monde, c'est-à-dire que du coup, là, on a commencé à déployer la fresque du climat en interne au monde. Donc, on est une dizaine à s'être formés à l'intérieur de la maison. Donc, pour les journalistes et les non-journalistes, on a plaidé pour que ce soit obligatoire. Donc, obligatoire étant toujours un grand mot, parce qu'il y a évidemment des gens qui ne le feront pas, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un truc de masse. Et ça a commencé par le COMEX. Et donc, bon, ça, c'était donc par le comité exécutif, donc les chefs. Et donc, ça marche plutôt bien parce qu'on a rajouté un peu à la fin de la fresque une séquence dans laquelle on parle non pas de ce qu'on peut faire en tant que citoyen, mais ce qu'on peut faire en tant que le monde. Notre couverture, notre bilan carbone, les sujets qu'on devrait traiter, etc. Donc ça, c'est pas mal et ça nous semble être une première étape à laquelle on est en train d'ajouter là un deuxième truc où on fait des cycles de conférences dans notre auditorium pour l'ensemble du groupe. Donc là, il y a Masson Delmotte, après il y a je sais pas qui, enfin voilà, bon, ce genre de truc assez classique. Donc voilà, ça peut être une étape qui marche dans des rédacs dans lesquels il y a une direction qui est relativement motivée, qui a compris que c'était un enjeu, et souvent un service RH qui ne sait pas quoi faire de sa vie, non, qui est très intéressé par des nouveaux projets, et donc que ça peut intéresser d'embarquer là-dedans. Et donc, ça c'est une option qui est possible. Il me semble qu'ensuite, il pourrait y avoir des choses d'ordre différent. Il y a des choses qui existent ou qui ont existé à une époque en direction des chefs. Il y avait le truc que faisait Janco avant à Combloux. Maintenant, il y a une ancienne journaliste de Ushuaïa qui s'appelle Fanny Agostini qui fait un truc, je crois, à côté de Clermont-Ferrand, où elle essaye de faire venir aussi des directeurs de rédaction et tout. C'est un public qui est intéressant de cibler, mais avec qui il faut penser à des formations spécifiques. Je crois que ce qui a été fait par Expertise Climat à Ouest France était assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un truc le matin où ils avaient fait venir plusieurs experts GIEC au Conseil pour le climat pour mettre une grosse claque climatique à la direction. Et ensuite, je crois qu'ils ont fait un truc en visio avec la quasi-totalité de la rédaction dans les différentes locales de Ouest France, etc. Donc là aussi, il y avait un truc un peu à deux niveaux, ce qui est pas mal. Il faut mesurer le fait que les journalistes, c'est une population qui aime bien quand même être flattée, et notamment les chefs. Et donc, ça vaut le coup de leur faire des trucs spécifiques, c'est-à-dire dire à certains chefs de service ou des directeurs de la rédaction, dire bon, on vous prend à 3-4 et on vous met avec un expert vraiment génial qui est que pour vous, et la personne en face a travaillé, c'est-à-dire connaît cette rédac. Et là, j'ai bien compris, c'est ce qui s'était passé aussi à Ouest France, ils avaient bien bossé. Et donc, du coup, on a des trucs à dire, là, en l'occurrence, par exemple, sur la Bretagne, sur la Normandie, etc., sur les impacts du changement climatique. Ça, c'est très, très efficace. Donc ça, je pense que c'est vraiment un premier truc, c'est des formations, des moments spécifiques qui ne s'appellent pas formation, qui s'appellent moments privilégiés rien que pour toi, avec quelqu'un d'expert super bien. C'est cadeau, c'est gratuit, et ça dure 1h30, et en fait, c'est trop bien. Donc ça, c'est le premier truc, je pense que c'est vraiment bien. Et ensuite, il y a quand même vraiment un truc à faire au niveau des écoles de journalisme. Ça, je pense que c'est important. Les écoles de journalisme, elles ont toutes signé la charte pour un journalisme à la hauteur de
l'urgence climatique, je ne sais plus exactement la formulation, mais pour autant, elles n'ont pas nécessairement mis en place des parcours qui vont avec. Et là, ça, elles peuvent être aidées. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, c'est vraiment notre vivier, c'est là qu'on recrute. Et c'est aussi les jeunes qui arrivent en école, qui rentrent dans les rédactions, qui font bouger les choses. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est vraiment un enjeu qui est important de dire comment on fait pour intégrer dans les cursus d'étudiants en journalisme les questions climatiques. Et là encore, de manière transversale, c'est-à-dire, nous rajoutez pas juste un cours où 2 heures par semaine, il y a quelqu'un qui vient nous faire les ordres de grandeur sur le climat. Ça ne suffit pas. La question, c'est comment tous les jours, en fait, quand vous vous posez des questions sur n'importe quel sujet en économie, en politique, en société, vous intégrez ou non la question climatique et pourquoi. Merci. Est-ce qu'on prend une dernière petite question? Je crois qu'il y avait Jessica. Sinon... bonjour à tous, merci. J'espère qu'elle va un peu dans la lancée de la question d'avant, en fait. C'est de savoir comment, je sais que les journalistes sont suroccupés, sursollicités par les différents acteurs du climat et autres. Comment on peut vous communiquer auprès de vous? Est-ce que envoyer des communiqués de presse, ça se fait encore? Est-ce que c'est encore lu? Voilà, c'est vraiment comment on peut toucher les journalistes sur nos sujets climat. Et moi, je défends une agriculture durable de notre label. Et comment on fait pour vous parler, vous intéresser sans trop vous solliciter, sans trop vous prendre de temps sur nos sujets? En fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que le point crucial, je veux dire, on est tous abreuvés de communiqués. Quelqu'un m'a posé la question ce matin de savoir combien de communiqués de presse je recevais par jour. Et j'ai compté ceux que j'avais reçus entre 8h et midi. Et je pense que c'était 120. Donc, en fait, évidemment, on ne peut pas lire tout ça. C'est impossible. Dedans, il y a des trucs avec des rapports dedans qui font 300 pages. Je peux vous avouer que j'en lis aucun. Ce n'est pas possible. Et donc, oui, évidemment, il y a un problème de masse. Il y a il me semble que ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'identité éditoriale. C'est-à-dire, je crois que c'est d'abord à vous de cibler à qui vous voulez vous adresser, à quel type de médias et dans quel type de médias, à quel journaliste. Et précisément. Et en fait, je pense que c'est mon avis personnel, et évidemment, vous savez mieux faire votre boulot que moi, mais dans mon expérience à moi, je préfère quelqu'un qui va faire du sur-mesure, c'est-à-dire je préfère l'artisanat à l'industrie en termes de relations presse sur le climat. Je préfère qu'on m'appelle en me disant, en fait, là, j'ai un truc qui pourrait bien coller pour toi, pour Le Monde ou pour ton podcast ou pour je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Viens, on en discute et on élabore ensemble une manière de mettre en avant cette info-là. Et moi, quand je bossais sur l'énergie, c'est un truc qu'on a beaucoup fait, par exemple, avec les Amis de la Terre, sur tous les sujets, notamment de charbon en Europe ou de gaz, de production de gaz par Total et tout ça. Et en fait, je préfère ça. C'est-à-dire que je préfère passer à côté de certains trucs qui me concernent moins et qu'une même info, à la limite, puisse être vendue à plusieurs, mais de manière différente. Il est évident qu'un journaliste du Parisien, il ne va pas avoir le même regard que moi, parce qu'il ne va pas le raconter de la même manière. Et donc ça implique de votre part une bonne connaissance de ce qui se passe à l'intérieur des rédactions. Qui s'occupe de quoi, qui traite de quel type de sujet, quels sont les derniers papiers ou reportages faits par cette personne. Donc c'est chiant, mais en fait, je pense que c'est plus efficace, même si, bon, évidemment, pour certains événements, il faut faire de la pêche au gros et tout ça, mais il me semble qu'en temps normal, c'est bien d'essayer de s'astreindre, d'être plutôt ciblé. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ça répond bien et ouais. 120 communiqués de presse en quelques heures, ça va vraiment dans ce que je me disais. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Merci Nabil pour tes réponses et ta présence au pied levé. On a vu pas mal de mentions vers Expertise Climat. Je mettrai dans le mail de follow-up pour tout le monde les mails de l'équipe d'Expertise Climat. Merci à toutes et à tous d'être venus pour cette heure et demie de prise en main de ces fiches avec un point de vue un peu plus global. On vous envoie tout ça demain, les slides, l'enregistrement, les petits mails contacts pour ceux qui veulent. C'était très chouette de vous avoir dans cette salle, des communicants sur le climat, des porte-paroles, des ONG, environnement, climat, biodive, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde, merci. Salut tout le monde, merci. Ciao, ciao.